Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Kevin. Alors Daniel, nous allons commencer ce journal par l'attaque qui s'est produite durant la nuit à Washington contre le président Donald Trump. Oui, effectivement, il y a 2 heures, le président américain a donné une courte conférence de presse au cours de laquelle il a fourni plus de détails sur cet attentat dont il a été la cible. Un individu dont l'identité vient d'être à peine révélée a ouvert le feu hier soir à l'extérieur de la salle de fête de l'hôtel Hilton à Washington où se tenait le dîner de gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Agresseur, un habitant de la région de Los Angeles, a pu tirer plusieurs balles. Il a très légèrement blessé un garde du corps du président américain et a été très rapidement neutralisé. Le président et son épouse Mélanie ont été rapidement évacués des lieux par sa garde rapprochée. Dans sa conférence de presse, le président a donné des nouvelles rassurantes de son garde-corps blessé. Je lui ai parlé, il va bien. Il a salué également l'efficacité de ses gardes du corps et, point important, le président a écarté l'éventualité que cette tentative d'attentat, la 3e, il faut le souligner, après 2 autres durant la campagne électorale, ait pu être planifiée par l'Iran. La situation maintenant sur les 2 principaux fronts dans lesquels Israël est impliqué, le Liban et l'Iran, Daniel. Bien, tout d'abord, le dossier libanais. Benyamin Netanyahou a donné l'ordre hier soir de lancer une offensive militaire massive contre le Hezbollah. Et ce, après que le mouvement terroriste chiite ait violé à 6 reprises vendredi le cessez-le-feu. Au total, le Hezbollah aurait violé pour une vingtaine de fois le cessez-le-feu durant toute la semaine dernière. Ça a frappé des infrastructures militaires et neutralisé des terroristes qui circulaient à bord d'un pick-up au sud Liban. 2 terroristes qui se trouvaient dans la région du Litani ont également été éliminés. Concrètement, ce matin, on affirme que la situation est redevenue relativement calme au sud Liban. Dans le dossier iranien, les Américains durcissent le ton après l'annulation des pourparlers d'Islamabad. Oui, le président américain a donné l'ordre au tandem Witkoff-Kushner de rebrousser chemin et de ne pas se rendre au Pakistan après que les Iraniens aient annoncé leur intention de ne pas participer aux pourparlers directs et après que le chef de la diplomatie iranienne Arakchi ait quitté Islamabad. Et face à cela, le président a décidé de durcir le ton. Hier soir, il a déclaré que 10 minutes à peine après qu'il ait annoncé l'annulation des pourparlers, les Iraniens ont envoyé une nouvelle proposition. Il a dit qu'il s'agissait d'une proposition meilleure que la précédente, mais dans l'entourage du président, on estime que pour l'instant, celui-ci favorise l'option de pressions économiques sur une reprise des combats, mais que le cas échéant, les combats pourront reprendre si cela devait s'avérer nécessaire. Autre front tendu à la bande de Gaza après l'élimination d'un responsable du Hamas. Oui, Tzahal a annoncé l'élimination de 3 terroristes du Hamas jeudi. L'un des 3 était un des responsables d'une cellule terroriste qui avait participé au massacre du 7 octobre. Les 2 autres étaient de simples terroristes, si je puis dire, qui projetaient un attentat contre des soldats israéliens dans le centre de la bande de Gaza. Le débat autour de l'état de santé de Benyamin Netanyahou a rebondi après les révélations sur le traitement d'un cancer de la prostate que le Premier ministre a subi. Oui, je vous rappelle que vendredi, la présidence du Conseil à Jérusalem a révélé que Benyamin Netanyahou avait suivi un traitement après la découverte de cellules cancéreuses à la prostate. Selon le Premier ministre, ce traitement de radiothérapie a permis de faire disparaître toutes les cellules cancéreuses. La découverte de ces cellules et le traitement seraient intervenus au début de l'année 2026, mais selon certaines révélations, cela remonterait même à octobre 2025. Je suis aujourd'hui en bonne santé, a dit le Premier ministre vendredi, avant d'expliquer qu'il n'a pas voulu en parler publiquement durant la guerre afin de ne pas permettre à l'Iran d'utiliser cette information à des fins de propagande. Cependant, depuis vendredi, les journalistes et les spécialistes tentent de répondre à certaines interrogations autour du timing des révélations du Premier ministre. Enfin, 2 faits divers tragiques focalisent l'attention de l'opinion publique israélienne. Oui, effectivement, il s'agit de 2 assassinats de 2 jeunes issus de la communauté des originaires d'Éthiopie. Le premier s'est produit le soir du Yom HaAtzmaut à Petah Tikva. Yamanou Binyamin Zalka, un jeune garçon de 15 ans qui travaillait dans une pizzeria, a demandé à un groupe de jeunes de son âge de ne pas pulvériser de la neige artificielle dans la pizzeria. Pour toute réponse, l'un des jeunes l'a poignardé, l'a assassiné. 6 de ces jeunes délinquants ont été arrêtés par la police. Une manifestation de protestation contre l'insécurité dans les rues s'est tenue hier soir à Petah Tikva. Et puis vendredi, un autre jeune adulte, cette fois de 19 ans, lui aussi d'origine éthiopienne, a été également assassiné à Be'er-Sheva.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair, mais attention, il faut s'attendre au cours des 2 prochains jours à un retour d'un temps couvert et pluvieux. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et Ashdod, 26 à Haïfa et Netanya, 25 à Be'er-Sheva et 32 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous vois maintenant. Nous allons pouvoir dialoguer avec vous. Je voudrais d'abord avoir votre avis à chaud sur ces révélations concernant l'état de santé de Binyamin Netanyahou. Ça vous semble préoccupant? Vous n'êtes pas médecin, mais votre appréciation en tant que membre du Likoud? Bon, mon appréciation, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est en effet pas mon domaine de spécialité, mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion de croiser simplement le Premier ministre il y a un certain temps et qu'il n'avait pas l'air bien, pour être franc. Mais c'est une force de la nature et il arrive à fonctionner en dépit de ses problèmes à la fois juridiques et médicaux et du contexte. C'est véritablement exceptionnel, je dois dire. Alors oui, effectivement, parce que Binyamin Netanyahou, il faut le rappeler, a 77 ans, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Il est né en 1949. Donc voilà, c'est ça. 77 ans, il a... 76, il aura 76, voilà, il aura bientôt 77 ans. Ça nous ramène d'une certaine manière à la question que l'on se pose aujourd'hui. Binyamin Netanyahou est-il apte toujours à conduire le Likoud, même aux prochaines élections qui devraient intervenir autour du mois d'octobre? Alors, les élections en principe sont fin octobre. Il aura juste 77 ans, donc ce sera son anniversaire en octobre, autant que je me souvienne. Il ne sera pas tout jeune, ça c'est clair et net. S'il venait à gagner les prochaines élections, à la fin du prochain mandat, il aurait 81 ans. Mais on voit que à la fois le président Trump aussi a été élu à 78 ans, si je ne me trompe pas. Et le président Biden aussi avait été élu à un âge très avancé. Donc en ce moment, c'est un peu la mode chez des chefs d'État. Pour l'instant, il fonctionne. Il y a rien à dire. Maintenant, ce qui va se passer dans l'avenir, je ne sais pas, évidemment. Alors, il n'y a rien à dire, mais il y a des critiques qui sont émises en direction de Binyamin Netanyahou. D'abord aussi, même par rapport à sa gestion du dernier conflit, de la guerre contre l'Iran. Visiblement, on voit qu'il est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait de parvenir à obtenir les succès espérés dont parlait Binyamin Netanyahou contre l'Iran. On a l'impression que même dans l'entourage du Premier ministre, on revoit à la baisse, on va dire, les objectifs de la guerre. Et puis, il y a aussi le Sud-Liban qui préoccupe beaucoup, hein, il faut bien l'avouer, l'opinion publique israélienne. Il y a des centaines de milliers de soldats israéliens qui sont au Sud-Liban. Et la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que Binyamin Netanyahou et l'échelon militaire, on va dire ensemble, eh bien, projette de différents qui n'a pas encore été tenté contre le Hezbollah, autre que cette zone de sécurité, parce que la zone de sécurité, si je ne m'abuse, on s'en est retiré en mai 2000, et on revient dans une nouvelle zone de sécurité. Qu'est-ce qui a changé depuis, à votre avis, Amir ? Alors, je pense que le concept de la zone de sécurité qui est mis en place maintenant est complètement différent de ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et à mon sens, c'est un concept qui est beaucoup plus adapté, à savoir que Israël avait occupé en fait une partie du Liban entre 1978 et l'an 2000. Mai 2000, comme vous l'avez mentionné, mais qu'il y avait une zone d'occupation en fait militaire où l'armée israélienne était là et contrôlait même une population civile, ce qui rendait les déplacements compliqués, ce qui rendait, ce qui en fait permettait d'abord dans un premier temps, à la fin des années 70, au début des années 80, à l'OLP et ensuite au Hezbollah de mener en fait une espèce de guérilla semi-urbaine en se basant sur une partie des populations chiites. Ça n'est plus cette situation va être complètement en train d'être complètement changée dans la mesure où Israël dynamite totalement toutes les localités chiites. En d'autres termes, Mao Tse-tung disait que pour faire une guérilla, les guerrieros doivent se sentir comme étant un poisson dans l'eau au sein de la population locale. Mais s'il n'y a pas de population locale, ben, il n'y a pas de guérilla. Et en fait, c'est ça qu'Israël est en train de mettre en place, c'est-à-dire une zone tampon vide de population, en tout cas vide de population chiite,
parce qu'il y aura peut-être encore des crétins et des druzes, en petit nombre, mais ils ne sont pas hostiles, donc ce n'est pas un problème. Mais il n'y aura plus de chiites. À partir du moment où il n'y a plus de chiites, leur capacité de mener une guérilla dans un territoire qui est vide d'hommes et qui est sous le contrôle permanent de senseurs, c'est-à-dire de capteurs, de drones, de l'aviation, etc., ça va être quand même très, très compliqué pour le Hezbollah. Et on le voit, il faut aussi, ça c'est une chose qui est très importante, c'est que le ratio de pertes israéliennes par rapport aux pertes de Hezbollah n'a jamais été aussi bon dans toute l'histoire. Dans les années, entre les années 80 et 90, quand Israël était au Liban, on avait un ratio de pertes de 1 à 4, entre 1 à 3 et 1 à 5 en fonction des périodes. Dans la guerre de 2006 aussi, on a eu plus que 130 morts, alors que le Hezbollah en a eu seulement quelques centaines de plus. Donc on était, je crois, 1 à 3, 1 à 4. Même en 2024, le ratio n'était pas aussi bon. Et là, on en est à peut-être, je crois, une quinzaine de soldats israéliens qui ont été tués pour plus de 1800 soldats combattants terroristes du Hezbollah. Ça fait plus que 1 à 100. Donc on voit qu'on est à pratiquement 2 ordres de grandeur supérieurs de ce que nous avions été par le passé. Ça montre que le rapport de force a complètement changé en notre faveur, grâce à Dieu. Et surtout que la tactique de la destruction, ce qui est la même tactique employée par ailleurs à Gaza, hein, c'est-à-dire la tactique de la destruction urbaine, où se cachaient les membres du Hezbollah. Il ne faut pas oublier que c'est un crime de guerre selon les conventions de Genève, puisque une organisation n'a pas le droit, une armée n'a pas le droit d'utiliser des infrastructures civiles pour mener des combats. C'est interdit par les conventions de Genève, et à partir du moment où une infrastructure civile, que ce soit un hôpital, que ce soit un appartement, que ce soit une école, une mosquée ou n'importe quoi, Oui. est transformée en base militaire, de facto, on a le droit de la détruire. Et par conséquent, c'est ce que fait Israël. Nous rasons tout, et ça, c'est un concept qui est inédit, mais qui, à mon avis, change la donne de manière très profonde. Oui, c'est un peu le même concept que dans la bande de Gaza. Oui, c'est ce que je disais exactement. Et donc, ce concept change totalement la donne et nous permet en fait de tenir des terrains qui sont très larges, avec relativement, à terme, peu de force, et donc sans mettre en danger tellement les soldats de Tsahal, tout en protégeant la population israélienne du nord du pays, dans un premier temps par des tirs contre les tirs de missiles directs, c'est-à-dire les missiles anti-tanks, etc., qui sont déjà pratiquement hors de portée, contre les missiles, contre les tirs de mortier, etc. On a encore un problème avec les roquettes, mais plus la guerre va continuer, et plus on va continuer à détruire de plus en plus en profondeur au sein du Liban, et par conséquent, même les tirs de roquettes, à la fin, deviendront sans danger pour la population israélienne. Mais finalement, au bout du compte, on révise, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, les objectifs de la guerre à la baisse, parce que on parlait d'une victoire totale sur le Hezbollah, d'une élimination. Ça n'existe pas. On est d'accord que ça n'existe pas. On est d'accord que ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni même l'Iran, eh bien, ne peuvent être détruits totalement. L'Iran, c'est différent. Alors attends, je m'excuse, mais il faut faire de l'ordre. L'Iran, on peut avoir une victoire totale, mais pour faire avoir une victoire totale, il faut faire tomber le régime iranien. Parce que l'Iran, en tant que pays, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une population qui soit majoritairement hostile à Israël ou au monde occidental. Au contraire, je pense qu'on a un véritable problème avec en fait un régime, une dictature militaire, militaro-religieuse des Pasdaran, c'est-à-dire des gardiens de la révolution et des mollahs. Alors limitons-nous, on va dire, aux deux organisations terroristes qui réclament toujours la destruction de l'État d'Israël et qui sont aux frontières d'Israël, au nord et au sud. C'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah, on voit que c'est quasiment le même schéma. On est d'accord, même apparemment aujourd'hui, ces derniers jours, on parle d'un renforcement du Hamas dans la partie qu'il contrôle de la bande de Gaza. Finalement, au bout du compte, il n'y a pas de destruction totale sur le Hamas et sur le Hezbollah, mais il y a, on va dire, une conquête de territoire. C'est dans les deux cas le même schéma, une conquête de territoire. Et finalement, est-ce qu'on peut se contenter de cela pour parler de victoire sur les deux organisations terroristes ? Alors, il faut comprendre que, de nouveau, pour vaincre le Hezbollah,
on doit vaincre la base sociologique c'est la même problématique pour le Hamas. On doit vaincre la base sociologique sur laquelle ces organisations se reposent. Or, tant que la population chiite au Liban sera en fait inféodée à l'Iran, ça ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas gagner totalement, puisque on ne peut pas exterminer les chiites du Liban. Donc, en fait, au moins qu'on expulse les chiites du Liban et qu'on les envoie, j'en sais rien, en Irak, auquel cas on aurait une victoire totale parce qu'il n'y aurait plus de chiites et donc plus de Hezbollah. On ne peut pas gagner totalement et vaincre totalement le Hezbollah, à moins, de nouveau, qu'on fasse tomber le régime en Iran, auquel cas le Hezbollah aura perdu sa base de soutien logistique, financière et même idéologique qui est liée au régime iranien. Par conséquent, il n'y a plus de Hezbollah. Par conséquent, on aura gagné de facto. Mais tant que le régime en Iran existera, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on fait maintenant, à savoir continuer les destructions des localités chiites. Et en même temps, et ça c'est très intéressant de le noter, c'est qu'il y a un phénomène qui est très récent et qui n'avait pas existé depuis des dizaines d'années, à savoir une critique du Hezbollah au sein de la société chiite. Pas simplement chez les chrétiens, les druzes et les sunnites, qui eux sont les ennemis du Hezbollah, majoritairement depuis très longtemps, mais au sein de la population chiite elle-même. Pourquoi? Parce que le prix que les chiites payent devient insupportable. Et comme l'Iran n'a plus les capacités financières pour pouvoir en fait compenser les chiites et reconstruire après la guerre tout ce qui a été détruit, les chiites commencent à être désespérés parce qu'ils se rendent compte qu'en fait leur vie est en train d'être détruite. Donc il faut continuer, il faut raser de plus en plus les localités chiites pour faire continuer à monter le prix du soutien au Hezbollah, et peut-être que si cette tendance se poursuit, à terme, les chiites vont lâcher le Hezbollah, et s'ils lâchent le Hezbollah, on a gagné. Mais tant que c'est pas ça, alors on n'est pas dans une perspective de victoire totale, mais simplement, je dirais, dans une perspective de gestion du conflit qui n'inclut pas une victoire totale. Une dernière question, en fait, et c'est probablement importante, c'est la plus importante pour la perspective, mais aussi on aura l'occasion de la reposer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les sondages en perspective des élections du mois d'octobre, eh bien, ne semblent pas particulièrement favorables à Binyamin Netanyahou. On voit que le Likoud est en retrait par rapport au parti de Naftali Bennett. Il arrive à faire jeu égal avec le Likoud, le parti de Naftali Bennett. Et on n'a pas le sentiment que la guerre a apporté, on va dire, a fait passer une partie de l'électorat vers la droite israélienne. Et ça surprend d'une certaine manière. Non, je pense que ça ne surprend pas. Je pense que de nombreuses personnes pensent que le gouvernement, au-delà de la gestion de la guerre elle-même, d'une part, le gouvernement est responsable du 7 octobre lui-même, d'une part, et d'autre part, cette histoire de coalition avec les ultra-orthodoxes, les Haredim, est extrêmement impopulaire et de plus en plus impopulaire au sein du peuple israélien. Maintenant, je pense personnellement depuis le premier jour, et je l'avais écrit le 7 octobre et le 8 octobre 2003, et on en avait parlé déjà en octobre 2023, pardon, qu'une bonne partie de la solution, même électorale, mais de manière générale, à Gaza passe non pas seulement par la victoire purement, strictement militaire sur le Hamas, mais par trouver un moyen pour faire en sorte que la population de Gaza, qui est une population qui est hostile à un point qui est inimaginable envers les Juifs, envers Israël, puisse trouver un endroit pour être relocalisée, on va dire, et cesser de nous menacer. Je pense que si on arrive à faire ça, et c'est pas impossible, malgré tout, et si peut-être que le régime iranien finit par tomber, alors peut-être que la carte électorale va un peu changer. Mais même si ces choses arrivent, je pense que ça ne va pas changer fondamentalement, parce que les problèmes, quand on regarde pas seulement en arrière, mais en avant, sont qu'une coalition qui est dépendante des ultra-orthodoxes, des Haredim, va continuer à promouvoir des mesures qui sont insupportable aujourd'hui, je pense, pour la grande majorité du public israélien. Par conséquent, le prochain gouvernement devra être un gouvernement, on va dire, plus large, qui inclura
peut-être d'un côté le Likoud et les partis du sionisme religieux, et d'autres partis de droite, parce que Bennett est quand même, en tout cas sur le papier, pas un parti de gauche ou même du centre. Ensuite, on peut ne pas, moi je lui fais pas confiance, mais enfin, se prétend comme étant quelqu'un de droite. Voilà, donc il faudrait avoir ces partis, peut-être encore des partis du centre, pour créer une autre coalition qui puisse mettre en œuvre une autre politique économique et sociale et qui soit, on va dire, plus acceptable pour la majorité du public israélien. Alors, une dernière question, vous faisiez allusion à Naftali Bennett à l'instant. Une dernière question qui nous ramène à Yom HaAtzmaut. Vous avez eu ce sentiment que la cérémonie de l'allumage des flambeaux, c'est une cérémonie politisée qui visait à encenser d'une certaine manière le leadership de Binyamin Netanyahou ou c'est on va dire, vous dites plutôt que c'est de la politique aérienne. C'est de la politique politicienne, comme on dit en France. Non, je pense pas. Franchement. Bon, bien voilà, la réponse elle est claire et elle est brève. Effectivement, merci beaucoup Amir Weitman d'avoir été avec nous ce matin. On aura bien entendu, comme je le disais, l'occasion de se reparler, bien entendu, au cours des prochaines semaines et des prochains mois qui seront des mois de campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt, Amir. Et ce matin, vous l'aurez compris, l'information principale ne figure pas en première page des quotidiens israéliens, mais uniquement ce matin en page d'ouverture des sites d'information israéliens. Cette information, c'est bien entendu l'attaque qui s'est produite durant la nuit dans l'hôtel Hilton de Washington. Un individu a ouvert le feu sur un des agents de la garde rapprochés du président américain Donald Trump, alors que celui-ci participait au dîner à duel des correspondants de la Maison-Blanche. L'individu a été neutralisé. Le président a été évacué des lieux très rapidement. Les tirs se sont produits en dehors de la salle. L'agent du FBI qui a essuyé les premiers tirs a été très légèrement blessé. Les photos et les vidéos de l'événement circulent bien entendu sur l'ensemble des sites d'information en Israël. Le président a ensuite donné une conférence de presse au cours de laquelle il a essentiellement remercié les agents de sa garde rapprochée. Le dîner a bien entendu été annulé, mais le président a promis qu'il allait se dérouler dans le prochain mois de manière plus grandiose, a-t-il dit, pour marquer l'événement. En première page des quotidiens israéliens ce matin, un titre qui ne se rapporte pas non plus à la guerre contre l'Iran ou contre le Hezbollah. Ce titre, c'est la mort tragique de 2 adolescents de la communauté des originaires d'Éthiopie dans 2 faits divers à Petah Tikva et Be'er Sheva. Peur dans les rues, titre ce matin en première page le Israël Hayom en nous montrant une photo d'une manifestation de protestation après l'assassinat à coups de poignard de Yamano Binyamin Zalka, un jeune garçon de 15 ans. Yamano Binyamin travaillait dans une pizzeria. Il a été tué le soir du Yom HaAtzmaut par des adolescents qui avaient son âge après qu'il leur ait demandé de ne pas vaporiser de la neige artificielle comme on le fait dans les festivités de Yom HaAtzmaut. Sur la photo, une Israélienne brandit une affiche avec la photo de Yamano Binyamin et un seul mot, Slicha, pardon. Un coup de poignard, titre lui le Yediot Aharonot en première page. Une plaie nationale, titre également le Israël Hayom en page intérieure. Le journal indique que 7 adolescents suspects du meurtre du jeune garçon ont été arrêtés. Puis à Be'er Sheva, des adolescents sont également soupçonnés du meurtre d'un jeune homme de 19 ans, Dasayo Sakol, lui aussi originaire de la communauté éthiopienne, apparemment dans le cadre d'un règlement de compte. On n'a pas plus d'informations à ce sujet. Les autres grands titres ce matin dans la presse israélienne se rapportent d'abord à la tension entre les États-Unis et l'Iran. Si les Iraniens veulent parler, qu'ils nous appellent. Il s'agit bien entendu d'une phrase de Donald Trump après que le président américain ait annoncé l'annulation des discussions entre Américains et Iraniens, des discussions qui devaient se tenir à Islamabad, et après que Donald Trump ait donné l'ordre à Jared Kushner et à Steve Witkoff de rebrousser chemin. En page 2, le Israël Hayom explique que Téhéran refuse d'envoyer des représentants aux négociations avec les Américains. Les Iraniens exigent avant tout avant de revenir à la table des négociations, la levée intégrale du blocus américain et une estimation. Donald Trump va durcir les sanctions économiques contre Téhéran au lieu de reprendre la guerre.
Et c'est justement ce point que Ron Ben Ishai, le célèbre correspondant de guerre du Yediot Aharonot et du site Ynet, développe dans le Yediot Aharonot de ce matin. Selon Ben Ishai, Trump fait tout actuellement pour éviter une reprise des hostilités avec Téhéran. Il sait que le blocus fait mal aux Iraniens, que cela leur coûte très cher et que le gel des comptes en crypto des Iraniens porte un coup dur également à l'économie iranienne. La grande question que se pose Ben Ishai ce matin, qui cédera le premier, du président ou des Iraniens? Pendant ce temps, Tsahal se prépare à une reprise des combats. Autre commentaire sur la situation dans la double page éditoriale du Yediot Aharonot de ce matin. Il s'agit du commentaire du docteur Michael Milstein. Le docteur Milstein parvient, lui, à une conclusion. La conviction des dirigeants israéliens et américains qu'il est possible de détruire l'Iran, le Hezbollah ou le Hamas prouve à quel point ils ne parviennent pas à véritablement tirer les leçons du passé. Le docteur Milstein écrit « Il est grand temps d'expliquer qu'il n'y a pas de nouveau Moyen-Orient, que l'ennemi ne va pas s'évaporer et même après avoir essuyé des coups très durs et que le combat reste contre cet ennemi particulièrement difficile et qu'il sera probablement très long. » Et puis dans le dossier libanais, ce dossier qui est toujours sur le devant de la scène régionale, côté israélien, on a recensé pas moins d'une vingtaine de violations du cessez-le-feu en une semaine de la part du Hezbollah pendant cette période qui devait être donc une période de cessez-le-feu. Et c'est ce qui a poussé le Premier ministre Binyamin Netanyahou à annoncer hier soir une opération d'envergure contre le Hezbollah. Et pourtant, Donald Trump a décidé de prolonger le cessez-le-feu de 3 semaines sans vraiment se concerter avec les Israéliens, ce qui fait dire à Yoav Limor que cet imbroglio est le résultat de la récupération de la sécurité d'Israël par le président américain. Selon Yoav Limor, les menaces israéliennes ne vont pas modifier la situation. Il faut qu'Israël se coordonne avec les Américains. Quant à Ariel Kahana, toujours dans le Israël Hayom, eh bien lui, il cite un haut responsable israélien qui affirme « Il n'y a pas de solution militaire contre le Hezbollah » et Kahana apporte un nouvel élément qui risque de compliquer plus encore la situation dans le nord. Selon lui, l'Arabie Saoudite s'opposerait à tout dialogue direct entre Israël et le Liban. Et puis ce matin, il faut lire le témoignage particulièrement émouvant de Lilar Chouval dans le département des soldats blessés de l'hôpital Rambam à Haïfa. Lilar Chouval a passé en effet la journée de vendredi dans ce département. Elle y a rencontré par exemple un soldat en chaise roulante qui a été grièvement blessé la semaine dernière au sud Liban. Le soldat lui a exprimé devant sa mère qui était médusée le souhait de rejoindre au plus vite ses compagnons d'armes et de reprendre le combat contre le Hezbollah. Elle affirme que chacun des récits de ces grands blessés qui ont souvent perdu une jambe, un bras ou même un œil, est héroïque et édifiant. Ces jeunes soldats qui ont sacrifié leur corps pour garantir notre sécurité sont le véritable et le beau Israël, dit-elle. Et en conclusion, elle écrit « Je suis venu ici pour renforcer ces jeunes et ce sont eux qui m'ont renforcé ». Fin de citation. Et puis en première page des quotidiens israéliens et en évidence ce matin dans les journaux télévisés du week-end, l'annonce du cancer du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Je vous rappelle que le vendredi, la présidence du Conseil avait annoncé que le Premier ministre avait été diagnostiqué comme souffrant d'un cancer de la prostate et que les cellules cancéreuses avaient été neutralisées à l'aide d'un traitement de radiothérapie qui est intervenu au cours des 3 derniers mois. Et ce matin, les journaux et les médias se penchent sur certains détails du timing qui pose problème et qui repose l'éternelle question de la santé du Premier ministre. Ce matin, le site Ynet pose de nombreuses questions autour de ces révélations. Quand Binyamin Netanyahou a-t-il été diagnostiqué? Combien de séances de radiothérapie a-t-il passé? Était-ce avant le début de la guerre contre l'Iran le 28 février dernier? Pourquoi les informations sur l'état de santé de Netanyahou n'ont pas été publiées sur un papier en tête de l'hôpital Hadassah qui a soigné le Premier ministre? Ce ne sont là qu'une partie des questions que le site Ynet pose ce matin, des questions qui devraient trouver dans les prochains jours certaines réponses. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je précise pour nos auditeurs que vous êtes, ça on le sait puisqu'on s'est parlé à de multiples reprises ces dernières années, vous êtes le responsable du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan, mais vous êtes également, vous cumulez une fonction importante puisque vous êtes doyen de la faculté des sciences de vie à l'université de Bar-Ilan.
Et je rappelle aussi que vous avez été président de l'association de recherche sur la lutte contre le cancer en Israël. Tout cela vous donne beaucoup d'autorité pour nous permettre de mieux comprendre le bulletin de santé que nous a révélé vendredi le Premier ministre Binyamin Netanyahou, un bulletin de santé dans lequel il nous révélait qu'il avait souffert d'un cancer de la prostate qui avait été soigné, traité, et qu'il se portait bien maintenant. Alors, on va essayer de faire le clair sur cette information. Le cancer de la prostate, on est d'accord sur le fait que ce n'est pas l'un des cancers les plus dangereux, mais qu'il faut tout de même le soigner. Un cancer, de manière générale, c'est effectivement quelque chose qu'il faut diagnostiquer, si possible, je dirais, de manière précoce. Et quelquefois, il faut le suivre, et quelquefois, il faut le traiter. Maintenant, quand on dit le cancer de la prostate, une fois de plus, cela comprend beaucoup, je dirais, de types de cancer de la prostate. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a... Ah, nous avons un petit problème de liaison avec vous, Cyril. Est-ce que vous m'entendez? Cyril? On va essayer de renouer le contact avec le professeur Cyril Cohen. Est-ce que vous m'entendez, Cyril? Oui. Vous m'entendez? Parce qu'on vous a perdu au tout début de votre explication. Non, je vous entends parfaitement. Alors, on vous demande juste de reprendre. Vous nous disiez que le cancer de la prostate, il fallait le suivre ou le soigner. Alors, dans le cas précis? Oui, donc ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a différents types de cancer de la prostate. Et une fois de plus, ça ne veut pas dire que le cancer de la prostate est innocent et qu'il faut le laisser se propager. Quelquefois, il faut le suivre. S'il est, entre guillemets, dormant, les traitements sont au minimum, même quelquefois c'est juste le suivre. Et si malheureusement il est dans une phase de métastase, à ce moment-là, c'est assez dangereux et il faut intervenir le plus vite possible. Alors, dans quelle phase était le cancer de Binyamin Netanyahou? Vous avez réussi à le déterminer? Oui, en gros, lorsqu'on parle... Bon, on n'a pas tous les éléments, ça, il faut dire ça. Oui. Il faut le dire aussi. Parce qu'il y a, je dirais, plusieurs types d'examens qui doivent être faits. Par exemple, le PSA, qui est ce qu'on appelle le Prostate Surface Antigen, l'antigène de surface de la prostate que l'on suit en général, qui est l'élément qui permet de déterminer, on va dire, s'il y a ou pas des risques de cancer. Exactement. Et aussi ce qu'on appelle, lorsqu'il y a une tumeur, c'est ce qu'on appelle le taux de Gleason. Gleason, c'est en fait, cela nous prouve en général, quel est l'état des cellules dans cette tumeur et est-ce que cela va être une tumeur agressive, comme par exemple le président Biden en ce moment, qui a un cancer de la prostate avec un fort taux de Gleason, donc un cancer très très agressif, et évidemment IRM, etc. Donc, lorsqu'on prend toutes ces composantes et la taille aussi, de la tumeur qui, dans le cas du Premier ministre, était de 0,9 cm, donc 9 mm, ce qui n'est pas une tumeur énorme. Bon, je dirais que dans le cas du Premier ministre Netanyahou, ce n'est pas une tumeur alarmante outre mesure. Oui, alors donc il a été soigné par radiothérapie, c'est-à-dire pas besoin d'ablation de cette tumeur? Voilà, donc il y a en fait, non, la tumeur a été évidemment enlevée. Ah, okay. Vous savez, il y a une fois de plus, on peut pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout le temps, je dirais, être certain du traitement qui est le plus optimal. Donc on prend souvent, je dirais, plus de marge de sécurité. Donc évidemment, le cas extrême, ça serait l'ablation totale de la prostate, mais avec justement cette détection et éliminer cette tumeur et un traitement de radiothérapie qui n'était pas obligatoire. Une fois de plus, je me base sur les données qu'on a reçues de l'hôpital Hadassah. Cela permet en général, dans ces cas-là, d'avoir un taux de récidive dans les 5 ans qui viennent après de moins de quelques pourcents. Donc c'est en général un bon prognostic. Oui, alors il faut rappeler que je ne sais pas, puisque nous sommes francophones, le président Mitterrand a passé plus d'un mandat présidentiel, c'est-à-dire plus d'un septennat, avec un cancer de la prostate, n'est-ce pas? Oui. D'abord, il faut dire la chose assez évidente, c'est que le cancer de la prostate est un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Et en général,
je dirais que l'âge médian de la détection d'un cancer de la prostate est aux alentours de 67-68 ans. C'est-à-dire que c'est en général un cancer qui apparaît chez les personnes qui atteignent cet âge, petit 1. Petit 2, une fois de plus, il est fréquent, mais lorsqu'il est bien diagnostiqué, je crois que ça, c'est la chose très, très importante. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Gilui Mukdam, c'est-à-dire que la détection précoce, ça, c'est très important. Je crois que, mis à part tout ce qui a été dit dans les médias, ça, c'est la chose qu'il faut mettre en avant et conseiller aux gens, justement, d'avoir un suivi en ce qui concerne le cancer de la prostate. Donc, le président Mitterrand, effectivement, avait caché, si je me souviens bien, ce cancer de la prostate pendant plusieurs années. Et il a tenu, si je me souviens, 2 septennats. À l'époque, c'était des septennats. Oui. Alors justement, sur le fait qu'on cache ou on ne cache pas, je voudrais avoir votre appréciation d'experts, de médecins. Vous pensez que c'est légitime pour un Premier ministre de ne pas dire toute la vérité sur son état de santé, surtout par exemple en temps de guerre, lorsque, comme l'a dit Binyamin Netanyahou, ce bulletin de santé pourrait être mis à profit par les ennemis d'Israël et montrer que finalement Binyamin Netanyahou n'est pas aussi puissant qu'il le prétendait ou d'une certaine manière être utilisé. Vous pensez que c'est légitime ? Écoutez, il y a toujours cette division entre la vie privée, même d'un dirigeant, et la vie publique. Oui. Ça, c'est plus, à mon avis, une fois de plus, c'est plus du domaine des sciences politiques. Faut-il cacher ou ne pas cacher, ou le dire un peu plus tard, etc. Je crois qu'on ne parle pas d'une menace réelle en ce qui concerne la direction du pays. On ne parle pas d'une menace réelle en ce qui concerne, je dirais, l'état d'activité du Premier ministre. Donc, je suis moins inquiet lorsque, c'est dit un peu après coup, et une fois de plus, c'est pas comme le président Mitterrand. Je veux dire, on parle de quelques mois, voire un peu plus d'1 an. Une fois de plus, ça a pris du temps à diagnostiquer, etc. Ça a été décelé par hasard, plus ou moins. Une fois de plus, je me base sur les données qu'on a eues. Qui sont, il faut bien l'avouer, pas tout à fait claires. Hein. Il y a des informations qui fuitent peu à peu. On verra, on va voir comment ça se développe. Mais sur le fond, par exemple, le fait que vous pouvez envisager qu'il puisse y avoir, on va dire, une sorte de concertation entre, par exemple, l'hôpital Hadassah et la présidence du Conseil pour que l'on révèle des informations à un timing particulier et pas plus tôt. Ça, c'est quelque chose que l'on peut envisager dans le monde de la médecine. Vous savez, je crois que j'avais dit une fois pendant le Covid que lorsque vous mélangez les affaires de santé et la politique, au bout du compte, ce que vous obtenez, c'est de la politique. Donc, ça, j'ai aucun doute à croire, une fois de plus, qu'il faut, entre guillemets, contrôler les informations, je dirais comme ça. J'ai aucun doute à comprendre ou à savoir que les informations qui ont été justement divulguées au public ont été contrôlées. Mais d'un autre côté, vous dire la vérité, on a chaque année des milliers de personnes en Israël qui ont un cancer de la prostate qui sont traitées, une fois de plus. Ce ne sont pas les premiers ministres, ce ne sont pas le Premier ministre, mais je ne vois pas, d'après ce qui a été dit, ce n'est pas une chose qui a été incapacitante, ce n'est pas une chose qui a causé une incapacité totale au Premier ministre ou même partielle. Bon, il y a aussi, comment vous voulez vous présenter, peut-être que bientôt avec les élections, si vous parlez d'un cancer, etc., ça peut créer chez certains électeurs une certaine remise en réflexion. cause. Oui. Donc, mais voilà, moi, ça à ce niveau-là, ça m'a moins, personnellement, ça m'a moins affecté. Alors, on peut terminer en répercutant la recommandation du Premier ministre, c'est d'aller se faire vérifier, d'aller suivre de temps en temps, de faire des vérifications à travers justement, par exemple, une simple prise de sang et ce PSA, on peut savoir effectivement si on a des risques de tomber, d'avoir un cancer de la prostate ou pas. Oui, totalement. Il y a 3 stages, en fait, lorsqu'on parle de la lutte contre le cancer. Il y a la prévention, par exemple, ne pas fumer. Il y a la détection précoce, et là, c'est le cas. Et il y a évidemment le traitement. Donc, plus on agit en amont de ce qui se passe, plus on a de chances, effectivement, de réduire les effets délétères du cancer. Et donc, le message, pour moi, comme je le disais avant, principal,
détection précoce, il y a beaucoup, et ce n'est pas que le cancer de la prostate, il y a d'autres cancers, il y a beaucoup de cancers qui peuvent être détectés à temps. Donc, n'hésitez pas. Et une dernière question, la lutte contre le cancer, puisque vous étiez président de l'association de la lutte contre le cancer, elle progresse, on peut dire même de jour en jour, hein, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, oui, d'une certaine manière, même des cancers qui pouvaient être considérés comme dangereux aujourd'hui sont plus facilement traités, n'est-ce pas? Oui, on a vu aussi l'essor de l'immunothérapie, qui est ma spécialité, pour certains cancers, malheureusement pas pour tous les cancers. On voit dans certains cas, par exemple, comme le cas du mélanome, comme certains cas de lymphome, comme certains cas de myélome, où on a vraiment réussi à renverser les proportions, où on arrive à guérir un maximum de cancers lorsqu'ils sont diagnostiqués, même des cancers qui sont à des stades très avancés. Mais une fois de plus, en tant qu'ancien président de la recherche, de l'association de la recherche contre le cancer en Israël, on a encore beaucoup à faire. Je suis souvent frustré de ne pas pouvoir mettre en pratique je dirais, ou avoir beaucoup de travail à faire. J'aimerais bien être au chômage à ce niveau. Oui. On vous comprend. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir accepté de répondre à nos questions donc autour de cette information concernant le cancer de la prostate soigné par de Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et bonne chance pour toutes vos recherches, bien sûr, bien entendu, professeur Cyril Cohen. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci et bonne santé. Au revoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'a rien d'anodin, l'histoire d'une entreprise d'intelligence artificielle qui a refusé de plier devant le Pentagone et qui en est sortie plus forte que jamais. Cette entreprise, c'est Anthropic et son produit, vous le connaissez peut-être, c'est Claude. Ses fondateurs ont une éthique de la retenue. Anthropic a été fondé par Dario et Daniela Amodei. Leur mère, Elena Angel, est une juive américaine de Chicago. Leur père, Ricardo, un artisan maroquinier toscan. Ils ont grandi à San Francisco dans une famille qui leur a appris à s'engager dans le monde, mais avec discernement. Le Jewish Insider leur a récemment consacré un portrait soulignant ô combien leur parcours est indissociable de leur héritage et histoire familiale. Dario et Daniela ont d'abord travaillé chez OpenAI, la société derrière ChatGPT. Puis ils en sont partis parce qu'ils voulaient y construire une IA différente. Pas la plus rapide, pas la plus spectaculaire, la plus responsable. Anthropic a bâti Claude autour d'une constitution, un ensemble de règles éthiques explicites qui encadrent ses réponses. C'est une approche qui résonne avec quelque chose de profond dans la pensée juive. La force n'est rien sans la maîtrise de soi. Début 2026, tout bascule. Claude avait été en effet intégré dans les systèmes classifiés du Pentagone à travers un partenariat avec la société Palantir, avec à la clé un contrat de 200 millions de dollars. En janvier, Claude aurait été ainsi utilisé dans l'opération américaine ayant conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Quand Anthropic l'apprend, la direction pose 2 lignes rouges fermes. Pas d'armes autonomes, pas de surveillance de masse des citoyens américains. Le Pentagone refuse. Ils exigent au contraire un accès pour tous les usages légaux. Le 27 février, l'administration Trump désigne Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Une étiquette habituellement réservée aux entreprises liées à des adversaires étrangers. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, déclare même publiquement sur X que tout sous-traitant militaire est désormais interdit de travailler avec Anthropic. La réponse d'Anthropic, le 9 mars, a été de déposer 2 actions en justice fédérale avec pour motif la violation du premier amendement et le détournement du droit sur les risques d'approvisionnement. Près de 150 juges fédéraux et d'État à la retraite déposent un mémoire en soutien. Microsoft aussi, et même des ingénieurs de sociétés concurrentes. Mais voilà l'ironie cruelle. Malgré l'interdiction de Hegseth, les militaires refusent de lâcher Claude. Ils le jugent supérieur aux alternatives. Le 19 mars, Reuters rapportait que les utilisateurs militaires résistaient à l'ordre de retrait parce que Claude était déjà trop profondément intégré dans leur processus. Et le Guardian confirme en révélant que Claude avait
été utilisé lors des premières frappes contre l'Iran, malgré l'interdiction directe de Donald Trump. La technologie avait pris racine. On ne débranche pas un système nerveux par décret. Pendant ce temps, OpenAI signe un accord avec le Pentagone et la réaction des utilisateurs fut vertigineuse. Les désinstallations de ChatGPT explosent, près de 300% en 24 heures. Des millions de personnes migrent vers Claude. Anthropic lance même un outil d'importation automatique vous permettant de transférer toute votre mémoire de ChatGPT vers Claude en 60 secondes. Le résultat est immédiat. Claude devient numéro 1 sur l'App Store américain avec 11 millions de nouveaux utilisateurs. Réfléchissez à ce que ça signifie. L'entreprise qui a dit non au pouvoir militaire le plus puissant du monde n'a pas été punie par le marché, elle en a été récompensée. Les gens ont voté avec leur téléphone. Ce que cette histoire nous dit, il y a quelque chose de profondément juif dans cette trajectoire. L'idée que la puissance sans cadre moral est destructrice. L'idée qu'on peut être ambitieux et prudent à la fois. Que la retenue n'est pas de la faiblesse, c'est même une stratégie. Anthropic vaut aujourd'hui 380 milliards. Son chiffre d'affaires annualisé atteint 14 milliards et sera de 30 milliards cette année, soit plus qu'OpenAI. 8 des 10 plus grandes sociétés du Fortune 10 sont clientes, et tout ça en ayant dit non quand il aurait été tellement plus simple de dire oui. La question que pose Claude, ce n'est pas « cette IA est-elle plus intelligente que les autres ?» c'est « peut-on construire quelque chose de puissant en restant fidèle à ses principes ?» Anthropic, pour l'instant, prouve que oui. Dans la course à l'IA, ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent, ce sont ceux qui savent dire non et qu'on ne peut plus se permettre ensuite de débrancher. Bonjour Pierre Martinet, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien agent de la DGSE et avec vous, je voudrais que l'on fasse un peu le point sur ce qui se passe sur le front libanais parce que on voit quelque part que le Hezbollah continue à violer grosso modo le cessez-le-feu. C'est ce que l'on dit du côté israélien, une vingtaine de violations au cours de la semaine alors qu'il y avait un cessez-le-feu. Vous pensez qu'il y a un moyen pour permettre à Israël de neutraliser totalement le mouvement terroriste ? Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, évidemment qu'il y a un moyen, mais c'est pas le moyen qu'aimerait qu'Israël emploie, quoi. Que les Européens ou certains Occidentaux ne voudraient pas que ces moyens-là soient utilisés par Israël pour neutraliser ce mouvement de terroristes. C'est-à-dire que il faut aller au contact et il faut le détruire de l'intérieur physiquement avec des combats qui vont être encore plus violents. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu, je fais cette, comment dirais-je, j'ai cette réflexion également avec le régime iranien. On ne pourra pas faire tomber ce régime si on ne fait que le bombarder. Ça ne fonctionnera pas. Le Hezbollah, il y a des contacts, des combats sporadiques au sud du Liban. Et il y a surtout de la part d'Israël des bombardements ciblés et des assassinats aussi ciblés, comme on se rappelle tous de la formidable opération, même si ça n'a pas été revendiqué par Israël, mais les beepers par exemple. Oui. Voilà. Mais ça à terme, ça ne fonctionnera pas parce que vous savez, on coupe la tête du serpent et elle repousse à chaque fois. Donc, soit on met un gros coup une fois pour toutes et on se débarrasse définitivement de ce mouvement, mais Israël ne pourra pas le faire seul. C'est ça qui est aussi. Alors, quand vous dites Israël ne peut pas le faire seul, ça veut dire elle doit le faire Israël avec le Liban même. Est-ce qu'elle a besoin, en tout cas, du gouvernement libanais, du président libanais pour frapper un coup définitif qui mettrait fin, on va dire, à un quelconque pouvoir de la part du Hezbollah ? Alors, quand je dis qu'elle ne devrait pas le faire seule, elle devrait déjà. Alors, c'est un peu une utopie de ma part. Quand je
quand je vois le contexte actuel et les relations entre l'Europe, par exemple, et Israël, notamment avec la France et Israël, mais effectivement, elle ne pourra pas le faire seule, parce que le Hezbollah est dans un pays étranger, même s'il y a des incursions partielles. Mais le gouvernement libanais doit... Alors, il y a des négociations entre le gouvernement libanais et Israël, mais l'armée libanaise, elle n'a jamais eu les moyens, enfin, elle n'a jamais eu le moyen. Elle n'a pas le niveau pour aller au contact de ce mouvement. Ça fait plus de 40 ans qu'on aide cette armée, qu'on forme cette armée, on a commencé à la former. Je me souviens, on a commencé à la former à Beyrouth dans les années 80. En 83, on formait les tireurs d'élite par-ci, on formait une partie de l'armée, etc., etc. On était avec l'armée libanaise, nous aussi, pour la seconde, pour nous supporter. Mais le gouvernement libanais, déjà, il est gangréné aussi par le Hezbollah. L'armée libanaise, on me dit qu'elle est aussi gangrénée par cette idéologie. Je pense qu'il faudrait qu'une fois pour toutes, il y ait une coalition internationale, mais pas pour obtenir la paix, pour détruire le Hezbollah, et nous obtiendrons la paix après. La FINUL qui est là-bas depuis 1978, quel est le résultat ? Le résultat est partiel. On ne peut pas dire que c'est une grande réussite. On ne peut pas dire que c'est un total échec, parce que ça serait une insulte à tous les soldats qui sont passés là-bas et les morts. Ils maintiennent un semblant de tranquillité, de paix, mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne fait que repousser le problème. On est aujourd'hui au pied du mur. Soit on prend des mesures qui sont fortes, et il y aura des conséquences, et il y aura beaucoup de victimes. Et ensuite, on aura peut-être une stabilité, comme on a fait avec le régime nazi, c'est pareil. On n'a pas attendu, on n'a pas négocié, on n'a pas fait les choses à moitié. Il y a eu beaucoup de victimes civiles, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de désolation, beaucoup de destruction, mais on a vaincu le régime nazi. Aujourd'hui, dans cette région du monde, il y a des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, les Houthis un peu plus loin, et bien évidemment le régime iranien, même si les mollahs ne serait plus en place, mais les gardiens de la révolution, c'est exactement la même chose. Donc, il faut aller au bout du processus. Les Américains tergiversent, ont bombardé massivement Téhéran, l'Iran, mais ça ne suffira pas. Et c'est exactement la même chose avec le Hezbollah. Donc, effectivement, c'est pas simple. Attention, je ne suis pas en train de donner de leçons depuis mon bureau en France, mais on doit faire la guerre, c'est la faire correctement jusqu'au bout, sinon c'est l'affaire à moitié, ça ne fera que reporter le problème. Alors, on voit le résultat aujourd'hui. Hein. Oui, alors on le comprend bien maintenant. Ce qu'on a du mal à comprendre ici, vu de Jérusalem, c'est l'attitude de la France, parce que le président français, il y a un second soldat français qui a été tué au sud Liban, et on voit effectivement d'un côté des condamnations de la France, y compris contre le Hezbollah, mais on voit toujours ces tergiversations de la part du chef de la diplomatie française, de vouloir faire la différence entre le Hezbollah politique ou le Hezbollah terroriste. C'est-à-dire, comment on fait pour expliquer aux Français qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le Hezbollah politique qui est au Parlement à Beyrouth et le Hezbollah qui tire des roquettes en direction d'Israël? Déjà, je vais vous souvenir, le dernier, le parachutiste du 17e RGP qui a été tué, le tweet du président de la République française, aurait été tué par un combattant du Hezbollah. Oui. Donc déjà, quand on qualifie un terroriste islamiste de combattant du Hezbollah, on est en train de légitimer un groupe terroriste. C'est déjà dans les termes, c'est puissant. Enfin, c'est très important ces termes, hein, parce que le Hezbollah n'a pas de combattants. Le Hezbollah a juste des terroristes, hein, c'est tout simplement. Et ensuite, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on voit pas. Les liens entre le Hezbollah et le président français ont été un petit peu mis au jour par le journaliste Malbruno. D'ailleurs, le président l'a très mal pris. Et donc, il a du mal à qualifier le Hezbollah de mouvement terroriste. Et surtout, c'est une aberration totale de vouloir séparer la pseudo-branche politique et la branche, on va dire, violente.
le Hezbollah est un groupe terroriste dans son entièreté. Il n'y a pas de branche idéologique, politique, qui aurait un projet, on va dire, politique de construction ou de développer le Liban. Et à côté de ça, il aurait sa branche violente qui aurait juste pour projet de détruire Israël. Non, le Hezbollah, c'est un groupe de terroristes dans son entièreté. On ne peut pas séparer les deux. Comme le ministre des Affaires étrangères récemment l'a encore souligné, que la position de la France, c'est de séparer les deux. C'est une erreur, c'est une grave erreur, et on voit que la situation ne s'arrange pas. Et nous sommes aujourd'hui pris entre deux feux, entre le feu sunnite et le feu chiite, et on est toujours dans la même configuration stratégique, c'est-à-dire en même temps, c'est pas notre guerre, mais ils tuent nos soldats, mais c'est pas notre guerre. Effectivement, après ces 3 soldats qui ont été tués, parce que j'associe également le commando montagne qui a été tué en Irak, qui faisait de la formation. Donc les trois soldats qui ont été tués en France étaient là pour aider les populations. Et tirer sur un soldat de la paix, soldat de l'ONU, c'est comme si on tirait sur une ambulance ou comme si on tuait un médecin. Donc la réaction de la France, elle est zéro en fait. Il n'y a pas de réaction. Et nous, ça nous exaspère parce qu'on a la France doit réagir, doit absolument réagir. Et dans l'absolu, si j'étais à sa place, moi, je serais rentré dans ce conflit pour une fois pour toutes faire la paix au Liban, parce que pour l'instant, on ne fait pas la paix au Liban, on n'aide pas le gouvernement libanais à faire la paix au Liban. Ce n'est pas en formant sporadiquement des soldats par-ci par-là ou en livrant 3 VAB, comme j'ai entendu récemment, qu'on va faire la paix au Liban. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller faire la guerre pour avoir la paix dans ces conditions, bien évidemment. C'est impossible ça sera impossible d'obtenir la paix en négociant avec des groupes terroristes. C'est pas possible. Oui, on le comprend bien et on comprend bien la complexité de la chose en rappelant que d'une certaine manière c'est la France qui a créé le contexte de tension ethnique entre les différentes ethnies au Liban au moment de la Seconde Guerre mondiale, et que d'une certaine manière la France a aussi une responsabilité dans cette situation de trouver une solution, et malheureusement on voit que finalement elle n'est pas tout à fait présente, on va dire, au rendez-vous pour trouver une solution concrète. Merci beaucoup, Pierre Martinet, d'avoir accepté de répondre. Aujourd'hui, le président français il doit rencontrer... le président français essaie de tirer la couverture à lui. Il est sans arrêt en train de faire de beaux discours, mais dans les faits, il ne se passe rien. Il n'y a pas de solution concrète. Et comme vous le disiez, nous sommes un peu responsables de ce qui se passe au Liban, parce que la création du Liban est entièrement de la France, du fait de la France. Oui, au-delà des rencontres avec le président Aoun, comme c'était le cas hier à Nicosie, il faut essayer de concrétiser, pas seulement des paroles, mais peut-être un peu plus d'actes de la part de la France. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné votre avis sur cette situation complexe au Sud-Liban et au Liban. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.